Aujourd'hui, 9 novembre, le monde entier commémore la nuit de cristal en souvenir du 9 et 10 novembre 1938, marquant le début des persécutions massives contre les juifs en Allemagne nazie. C'est une journée dédiée à la vigilance contre la haine et l'intolérance. C'est également la date anniversaire de la chute du mur de Berlin en 1989, un événement majeur de l'histoire contemporaine. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le grand format. Dans cette émission, nous ferons le tour de l'actualité nationale. Comme d'habitude, un journaliste sera sur ce plateau pour le décryptage des faits marquants. 3 sujets au menu des discussions avec Aziz Adam Soulé, journaliste indépendant, correspondant de la West Africa Democracy Radio au Bénin. Nous parlerons de la récente sortie médiatique du président Patrice Talon, les grincements des dents au sein des partis politiques à cause des positionnements sur les listes électorales et la proposition de révision de la Constitution qui passe l'étape de la commission des lois. Nous parlerons de tout ceci dans quelques minutes. Avec l'invité de la semaine, Hilarion Kenyon, président de la PADEM Bénin, nous parlerons du rôle des médias dans le processus électoral. Vous le savez, le Bénin traverse une période sensible et le rôle du journaliste s'avère encore plus délicat en ce moment. Que doit faire le journaliste ? Que doit-il s'abstenir de faire et comment amener le consommateur des produits de presse à faire la différence entre un journaliste et un web activiste pour éviter d'absorber de fausses informations? Hilarion Kenyon sera sur ce plateau pour nous répondre. La page culture du grand format de ce dimanche 9 novembre 2025 sera assurée par le duo d'artistes Landry Padono, Landry Magnidé, deux amis unis depuis 2014 par un pacte d'harmonie. Ensemble, ils ont baptisé leur alchimie le duo Landry Plus. Ils font de l'acoustique légère, un genre de country à la béninoise. Imaginez le souffle délicat de la clarinette qui rencontre la corde vibrante de la guitare. C'est une ambiance que je vous réserve sur cette émission. Mais avant de vous faire vivre cette ambiance, nous allons d'abord vous offrir les nouvelles du pays. Voici le JT. Au sommaire de ce journal, Godomé, Zinvier et Ouedo sont les arrondissements les plus propres de la commune d'Abomey-Calavi. C'est le verdict du concours Abomey-Calavi Ville Propre initié par l'ONG Bénin Ville Propre. C'est un défi qui consiste à rendre chaque arrondissement plus sain, plus propre et vivable. Après plusieurs mois de compétition entre les arrondissements de la commune, le trio gagnant est récompensé à travers une cérémonie que nous allons vivre dans ce journal. Nous parlerons également de la session annuelle entre la direction de la protection juridique et judiciaire de l'enfance et les organisations de la société civile intervenant en matière de protection de l'enfant. Une rencontre qui a pris fin ce vendredi 7 octobre 2025 après 4 jours de travaux au cours desquels de nouvelles stratégies ont été élaborées pour renforcer la protection des enfants au Bénin. À développer également dans ce journal, le Bénin qui accueille du 1er au 6 décembre prochain un événement d'envergure internationale. Il s'agit de Cotonou Comedy Festival organisé par le gouvernement béninois en collaboration avec Montreux Comédie. L'intérêt et le programme de l'événement ont été déclinés aux professionnels des médias. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Depuis le 20 juin dernier, l'ONG Bénin Ville Propre mobilise habitants et autorités autour du concours Abomey-Calavi Ville Propre. C'est un défi qui consiste à rendre chaque arrondissement plus sain, plus propre et vivable. Après plusieurs mois de compétition entre les arrondissements de la commune, ces derniers ont été récompensés le vendredi 7 novembre 2025 à travers une cérémonie. C'est l'arrondissement de Godomé qui décroche le premier prix. Il est suivi de Zinvier et Ouedo qui complètent le trio de tête. Au-delà du classement, c'est l'esprit de mobilisation qui retient l'attention. Les habitants et les autorités ont relevé le challenge transformant ce concours Abomey-Calavi Ville Propre en de véritables moments d'action éco-citoyenne. Vous suivrez l'intégralité du compte rendu dans nos prochaines éditions. Parlons à présent de la session annuelle entre la direction de la protection juridique et judiciaire de l'enfance et les organisations de la société civile intervenant en matière de protection de l'enfant. Une rencontre qui a pris fin ce vendredi 7 octobre 2025 après 4 jours
de travaux au cours desquels de nouvelles stratégies ont été élaborées pour renforcer la protection des enfants au Bénin. Les détails. Quelle dynamique pour une lutte efficace contre le travail des enfants au Bénin? C'est autour de ce thème que se mènent les discussions de cette session annuelle entre la direction de la protection juridique et judiciaire de l'enfance et les organisations de la société civile intervenant en matière de protection de l'enfant. 4 jours d'intenses travaux qui témoignent de la volonté de ses participants à œuvrer davantage pour assurer la protection des enfants au Bénin. Je voudrais qu'il me soit permis, en vos noms respectifs et en mon nom personnel, prier le directeur adjoint de cabinet à pouvoir transmettre à M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, nos remerciements les plus chaleureux et les plus sincères pour son accompagnement qui nous garantit de son intérêt pour la protection de la cause des enfants en République du Bénin. L'évaluation des réalisations de l'année écoulée, l'élaboration et la validation du plan d'action 2026, DPJJE, OSC, 2 sujets majeurs qui ont meublé les travaux de cette session. Le plan d'action 2026 validé au cours de cette session trace un chemin clair et ambitieux. D'ailleurs, il se déploiera suivant un chronogramme cohérent ainsi défini. Premier trimestre, mise en place des cadres de coordination et lancement des campagnes de sensibilisation. Deuxième trimestre, renforcement des capacités des acteurs et des comités locaux de protection. Troisième trimestre, suivi de la réinsertion des projets communautaires pilotes. Les échanges ont également accouché d'une déclaration solennelle qui marque un tournant décisif dans la coordination des efforts entre la DPJJE et les OSC. Nous, représentants des organisations de la société civile intervenant en matière de protection des droits de l'enfant venus des 12 départements du Bénin, proclamons avec gravité et engagement notre volonté commune de bâtir un environnement protecteur pour chaque enfant vivant au Bénin, sans peur, sans abus et sans exclusion. L'autre temps fort qui a marqué cette session, c'est la mise en place du comité paritaire DPJJE-OSC, composé de 2 enfants, un membre de la DPJJE et 2 des OSC. Sa mission, assurer le suivi régulier de la mise en œuvre des actions convenues. Le ministre conseiller à l'enseignement technique et de la formation professionnelle poursuit sa tournée dans les lycées et écoles techniques et professionnelles. Il était ce vendredi à l'école d'enseignement général, technique et professionnel Laura Vicuna des Sœurs Salésiennes de Don Bosco à Zogbo. Il était accompagné pour la circonstance de sa collègue de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Sedami Medegan Fagla. L'accueil était convivial et très chaleureux. Après cet accueil à la traditionnelle, Expédie Wessou et Sedami Medegan Fagla se sont difficilement frayés un chemin. Une fois dans la cour de l'école, ils ont été submergés au sol comme au balcon des salles de classe par des ovations soutenues. Un accueil des grands jours à eux offert par les apprenants de Laura Vicuna. Une école d'enseignement général technique et professionnel qui forme depuis plusieurs décennies des jeunes aux filières générales, techniques et professionnelles. L'école s'inscrit dans une mission plus vaste, portée par l'Institut des filles de Marie Auxiliatrice des Sœurs Salésiennes de Don Bosco, qui œuvre pour l'éducation, la protection et l'autonomisation des jeunes, en particulier des filles. Votre présence ici représente un geste fort, un témoignage éloquent de l'attention particulière que vous accordez à l'avenir de la jeunesse béninoise et l'importance cruciale de l'enseignement technique et professionnel dans notre pays. Au cours de cette rencontre d'information et d'échange, les apprenants ont eu droit à une communication sur les réformes du gouvernement qui entend faire de l'enseignement technique et la formation professionnelle un moteur de transformation technologique et un levier d'insertion professionnelle des jeunes. Nous avons exposé la vision des chefs de l'État et surtout annoncé le démarrage imminent de la phase de construction des lycées techniques scientifiques. Le chef de l'État le disait dans l'une de ses interventions que son plus grand regret, c'est malgré tous les efforts qu'il fait, n'a pas ouvert les premiers établissements là à la rentrée 2025.
Mais je peux vous assurer que le premier établissement sera ouvert en 2026-2027. Et vous connaissez Patrice Talon. Chaque chose qu'il veut mettre à disposition de ses concitoyens, il s'y implique. Nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt tout ce qu'il nous a dit, les réformes qui sont en cours. Et c'est avec beaucoup de joie que nous comprenons qu'il y a des choses qui se font dans l'ombre, qui ne sont pas révélées au grand jour. Et vous voudrez bien transmettre nos salutations à son Excellence, Monsieur le Président de la République, et pour lui dire que nous sommes avec lui. À travers une approche pédagogique et conviviale, Expédie Ouessou a éprouvé dans les ateliers de cuisine et de pâtisserie les connaissances des apprenants, lesquels ont fait montre d'enthousiasme, la clé selon ce dernier pour aller loin. Et de son côté, le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale a procédé ce vendredi à la synthèse de la revue dans les 9 arrondissements de la municipalité d'Abomey-Calavi. C'est dans le but d'évaluer, d'apprécier la gouvernance locale dans le cadre de la réforme de l'administration territoriale. La cérémonie de synthèse s'est déroulée dans la salle de réunion de la mairie d'Abomey-Calavi. Précision. C'est devenu une tradition pour le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale. Depuis 2022, une tournée périodique dans les différentes communes pour faire l'état des lieux de la mise en œuvre de la réforme de l'administration territoriale. Tout comme à Cotonou et Parakou, la démarche a été la même à Abomey-Calavi pour Raphaël Akoteyo. Recueillir les difficultés rencontrées dans l'implémentation de la réforme structurelle et apprécier les conditions de travail des personnels communaux et infra. Les visites effectuées dans les 9 arrondissements de la commune, à savoir Baron, Abomey-Calavi Centre, Zinvier, Akasato, Clotigwe, Tomba, Ouedo, Rémier et Godomé, ces visites, dis-je, ont permis de recueillir des données riches et précises sur les performances, les contraintes, les défis et les perspectives de la commune. La séance entre l'autorité ministérielle, le préfet de l'Atlantique, le maire, les chefs d'arrondissement et les chefs quartiers s'est accentuée sur deux différentes communications. La première axée sur les performances de la commune d'Abomey-Calavi, l'état de ses relations avec la tutelle et les principales difficultés de fonctionnement des organes infracommunaux. La seconde communication a porté sur les enjeux sécuritaires, dont les systèmes d'alerte précoce et la coproduction de la sécurité. Je crois qu'il faut poursuivre la sensibilisation des élus communaux et locaux sur les objectifs de la réforme. Œuvrer à l'instauration d'un dialogue franc et apaisé au sein des conseils communaux, du conseil communal d'Abomey-Calavi. Commanditer périodiquement des missions d'audit, MDGL, MEF. Vos administrés n'attendent pas seulement des discours. Ils veulent des résultats visibles dans la gestion des communes, dans la gestion des arrondissements, dans la gestion des quartiers et villages. Cette cérémonie de synthèse a aussi été marquée de débats à bâtons rompus entre le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale et ses élus. Un long moment d'échange en vue de favoriser la formulation des recommandations opérationnelles pour favoriser la gouvernance locale et améliorer la qualité des services rendus aux populations dans la commune d'Abomey-Calavi. Une nouvelle affaire de falsification de procuration éclabousse le parti Les Démocrates. C'est l'information à la une dans le registre du processus électoral en cours au Bénin. De hauts dirigeants de cette formation de l'opposition auraient ficelé un système frauduleux aux fins d'obtenir, en violation des règles de l'art, des duplicata de quitus fiscaux et de casiers judiciaires. Les faits sont portés à la connaissance du public par le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme via un communiqué de presse dont le contenu est énoncé en intégralité dans ce récit de Hugues Vingbe. Dans le cadre de l'élaboration des listes de candidatures pour les prochaines élections communales et législatives, l'administration fiscale et le Centre national du casier judiciaire ont reçu plusieurs dizaines de demandes de duplicata de quitus fiscaux et de casiers judiciaires. Ces demandes émanent essentiellement des premiers responsables du parti Les Démocrates. L'examen de ces demandes a permis de constater que les bénéficiaires supposés de ces pièces les avaient déjà obtenues
en 2 ou 3 exemplaires. En réponse à cette demande, les 2 administrations concernées ont répondu aux requérants en indiquant d'une part que les duplicata seraient établis et d'autre part qu'ils ne seraient remis comme propres aux demandeurs ou à défaut à leurs mandataires dûment désignés. Les noms et prénoms de ces mandataires doivent être préalablement communiqués à la Direction générale des impôts ou au Centre national du casier judiciaire par courrier électronique ou via le numéro de téléphone associé à l'identifiant fiscal unique du demandeur. C'est dans ce contexte que le parquet spécial Près-la-Criette a été saisi le 6 novembre 2025 d'une plainte de la Direction générale des impôts relative à la falsification de procuration dans le but d'obtenir des duplicata de quitus fiscaux au nom de personnes qui n'en étaient pas demanderesses. L'enquête conduite par la direction de la police judiciaire a permis d'établir les faits suivants. Le code électoral en vigueur en République du Bénin impose aux partis politiques souhaitant concourir aux élections communales et législatives de présenter des candidats dans toutes les circonscriptions électorales. Rencontrant des difficultés à désigner des candidats dans certaines circonscriptions, des responsables du Parti Les Démocrates ont entrepris de solliciter les pièces subventionnées au profit de personnes n'ayant parfois aucun lien avec leur formation politique ou de sympathisants ayant déjà obtenu leurs documents. Face aux règles strictes établies pour la délivrance de ces pièces, certains responsables ont confectionné de fausses procurations en imitant grossièrement les signatures de prétendus mandataires dans le but de retirer les quitus fiscaux et casiers judiciaires correspondants. 2 éléments ont permis aux enquêteurs d'établir la falsification. La non-conformité des signatures avec celles figurant sur les certificats d'identification personnelle des demandeurs. Les auditions sur procès verbal régulier des personnes concernées qui ont toutes affirmé n'avoir jamais délivré de telles procurations. À ce jour, 2 individus ont été interpellés à la Direction générale des impôts en possession de procurations falsifiées. Les investigations se poursuivent afin de situer toutes les responsabilités et d'identifier l'ensemble des personnes impliquées. Les faits ainsi exposés sont susceptibles de constituer les infractions de faux et usage de faux, ainsi que de fraude en matière électorale prévues et punies par les articles 247 alinéa 2, 307 alinéa 1er et 309 du Code pénal. Les peines encourues varient d'1 à 5 ans d'emprisonnement. Je ne manquerai pas de revenir vers vous pour vous informer de l'évolution des investigations et de la procédure. Et l'homme Mario Metonou. Et suite aux événements de ces dernières semaines, c'est au tour du directeur du Centre national de casier judiciaire de monter au créneau dans un communiqué de presse qu'il a lu ce vendredi dans les locaux du ministère de la Justice et de la Législation. Ce dernier évoque des cas de fraude dans la procédure de demande de casier judiciaire et de quitus fiscal. Il rappelle aux populations le principe applicable en cas de retrait pour le compte d'une autre personne et invite les auteurs de ces irrégularités au respect des dispositions légales. Nous allons suivre. Dans le cadre des élections générales, dont le processus de dépôt des dossiers est en cours au niveau de la Commission électorale nationale autonome, il nous a été donné de constater que des demandes de casier judiciaire et des quitus fiscaux sont faites au nom et pour le compte de personnes sans leur consentement, ni leur consultation préalable, c'est-à-dire à leur insu. En effet, nos services ont reçu de nombreuses plaintes de citoyens se disant victimes de tels agissements du fait qu'ils reçoivent sur leur téléphone des messages provenant des services administratifs concernés. En outre, nous avons observé que relativement aux mêmes documents administratifs, des personnes se permettent de faire des demandes multiples de duplicata pour autrui et sur la base de fausses procurations, puis se présentent aux services concernés dans le but de retirer frauduleusement les dits documents. Or, selon les textes qui régissent la matière,
ces pièces sont individuelles et ne sauraient être demandées ni retirées pour autrui. C'est pourquoi, dans les cas de retrait pour le compte d'une autre personne, il est exigé la présentation d'une procuration régulière dûment délivrée par le bénéficiaire ou la notification de l'identité de la personne désignée pour la remise par le canal des demandes ou le numéro attaché au numéro personnel d'identification. En tout état de cause et au regard de tout ce qui précède, nous voudrions inviter toutes les personnes concernées à prendre toutes les dispositions nécessaires pour se conformer à la loi. À Lagos, au Nigeria, la foire internationale de la CEDEAO édition 2025 s'est ouverte depuis vendredi. C'est un espace d'échange et de réseautage entre les acteurs économiques des États membres de l'organisation pour promouvoir l'intégration économique et le partenariat public-privé en Afrique de l'Ouest. Cette rencontre constitue une étape importante vers la consolidation du marché commun ouest-africain. L'événement réunit les acteurs publics et privés, les institutions financières et les entrepreneurs et investisseurs venus des États membres de la sous-région. Retour sur les temps forts de la cérémonie de lancement de cette foire. Le temps est donné dès la cérémonie d'ouverture de ce grand rendez-vous économique sous-régional. La CEDEAO franchit une nouvelle étape dans sa marche vers une intégration économique réussie. La foire internationale de Lagos 2025 s'ouvre ce vendredi 7 novembre 2025 pour 10 jours. L'objectif est de promouvoir les échanges, renforcer les partenariats et accélérer l'industrialisation en Afrique de l'Ouest. This year we anticipate an increase in attendance, targeting about 500,000 visitors expected over the course of 10 days. With over 2,000 exhibitors from several countries across Africa and the rest of the world, we are committed to providing a dynamic platform that fosters business networking, explores new market opportunities, and encourages partnerships to generate value across the economy in Nigeria, in West Africa, in Africa, and the rest of the world. Ce forum se veut un cadre d'action, mais aussi de réflexion sur la manière d'exploiter au mieux les potentialités du marché ouest-africain. En réunissant décideurs politiques, acteurs économiques et investisseurs, l'organisation régionale place la collaboration publique-privée au cœur de son dispositif de relance. Entre débats, expositions et rencontres d'affaires, la dynamique de la sous-région est en marche portée par une même vision, celle d'une Afrique de l'Ouest plus forte, plus intégrée et plus prospère. Le premier message, c'est qu'en 2100, globalement, il y a la possibilité d'avoir 3 pays d'Afrique de l'Ouest dans le top 15 des pays les plus riches du monde. C'est un message extrêmement important. Et l'autre message, c'est que le monde est en transition. Pour que cela advienne, il y a une transition qui se fait au niveau mondial. C'est une transition, on peut dire, d'un passage d'un ancien ordre à un autre ordre. Des sessions thématiques et panels de haut niveau permettront aux participants d'échanger sur les défis et les opportunités de l'intégration régionale, la transformation locale des matières premières et le financement durable des projets communautaires. À travers le dialogue, l'innovation et la coopération, la CEDEAO confirme sa volonté de bâtir une économie régionale intégrée et compétitive au service du développement durable. Je l'annonçais en titre, le Bénin accueille du 1er au 6 décembre 2025 un événement d'envergure internationale. Il s'agit du Cotonou Comedy Festival organisé par le gouvernement béninois en collaboration avec Montreux Comédie. L'intérêt et le programme de l'événement ont été déclinés aux professionnels des médias ce jeudi au siège de l'ADAC. Nous allons suivre. L'humour est à l'honneur en début du mois de décembre au Bénin. Le Cotonou Comedy Festival
plus qu'un spectacle, est perçu comme une stratégie nationale pour le développement des industries culturelles. L'humour est de plus en plus professionnel et représente un poids économique et financier de plusieurs milliards de dollars. Et le Bénin veut aussi sa part de ce gâteau international en tablant sur toutes les opportunités offertes aussi bien par les scènes que par les industries de l'écran. Ceci ne représente qu'une des multiples pièces du puzzle que le gouvernement du Bénin met graduellement en place pour la promotion et le développement d'une économie créative. Pour le partenaire numéro 1 de ce festival, Montreux Comédie, cette initiative vise plusieurs objectifs. De créer ce grand carrefour de l'humour africain international, de donner un coup de projecteur à la fois sur les industries, mais également sur ce pays, le Bénin, qui ambitionne de devenir un acteur majeur de la culture africaine. Transférant le savoir-faire à une équipe ici, c'est pour ça que nous allons créer aussi avec la DAC une joint venture, une société commune qui va recevoir ce savoir-faire et qui va être capable petit à petit de prendre la main sur l'organisation de ce festival. Cotonou Comédie Festival va surtout permettre de mettre en avant le talent béninois et d'hisser le Bénin au sommet de la scène mondiale comique. Cet événement s'inscrit dans notre politique de valorisation du patrimoine immatériel et de promotion du tourisme culturel. Nous allons faire du rire un facteur d'attractivité pour notre pays, un produit d'appel qui porte la marque du Bénin moderne, à la fois créatif, accueillant et ouvert au monde. Plusieurs artistes, comédiens de renommée internationale sont attendus à ce rendez-vous du rire qui va se tenir du 1er au 6 décembre 2026. Culture toujours, vous avez certainement aimé la première saison de la saga béninoise dénommée Apparence. Eh bien, Ruifa, Sidonie, Marc, Damien et tous les autres membres de la très tendue famille Oni reviennent dans une saison 2 encore plus explosive. L'avant-première du deuxième chapitre de cette série à succès a été réalisée ce jeudi à Canal Olympia de Cotonou sous la coupole de A+ Bénin et en présence bien évidemment de tous les acteurs. Un moment exceptionnel de cinéma. Après ne te conseille Entre rivalité, qu'ils sortent avec Hasbin, Skinny, Apoutou, ça ne te concerne en rien. Du moment que cette personne sera la belle-mère de mes enfants, tout me concerne. amour On se parle plus tard. Aïe, aïe. et mystification. Vous avez eu affaire à des escrocs internationaux. Yeah! Maman! Hey! La saison 2 de la saga béninoise Apparence démarre sur les chapeaux de roue. Les 2 premiers épisodes de la série, projetés dans cette salle illuminée par ces personnages et autres passionnés, embarquent les cinéphiles dans une aventure fictive riche en intrigues et émotions intenses. C'était un très grand moment et un très grand tournant en ce qui concerne le cinéma béninois. Les images sont plus belles, on a de plus beaux plans des villes africaines, donc que ce soit Lomé, que ce soit Cotonou. On a également le jeu des acteurs qui s'est considérablement amélioré. Apparence est une création de Christiane Chabikao, inspirée des expériences de la vie. La saison 2, ça va être la traversée pour cette famille-là, d'accord, de tout ce qui s'est passé dans la saison 1, les blessures qui se referment, d'autres qui se rouvrent. Au premier rôle de cette fiction, plusieurs noms connus du public, dont Ruifa et Marc. Ça a été certes une très belle aventure, mais ça a été vraiment... il faut avoir le cardio, comme on dit, pour faire ça. Et il a fallu beaucoup de résilience de part et d'autre. Hein. Résilience également parce que, je le disais tantôt, c'est un mot qui représente vraiment le personnage Ruifa. Marc Bolade, c'est le soutien principal de Ruifa dans la série de bout en bout. C'est son amour d'enfance avec qui les choses se sont un peu mal passées au départ. Apparence est une production de A+ Bénin qui en assure la diffusion sur toutes les chaînes du réseau A+. On est vraiment heureux d'avoir pu initier la première saga familiale béninoise, clairement, parce qu'Apparence, c'est cette première série, clairement, qui a été produite ici intégralement au Bénin, ça c'est important de le dire, avec des talents locaux.
sur les petits écrans dès le 12 novembre prochain. Apparence saison 2, c'est 60 acteurs, plus de 50 techniciens pour 60 épisodes de 26 minutes. C'est la fin du journal, mais le grand format se poursuit. Dans quelques minutes, nous allons suivre la revue de presse hebdomadaire. Notre invité média est déjà en coulisses. Il sera bientôt sur ce plateau pour le décryptage de faits marquants de l'actualité. 3 sujets au menu de discussion avec Aziz Adam Souley, journaliste indépendant, correspondant de la West Africa Democracy Radio Bénin. Nous parlerons de la récente sortie médiatique du président Patrice Talon, des graissements de dents au sein des partis politiques à cause des positionnements sur les listes électorales et la proposition de la révision de la Constitution qui passe l'étape de la commission des lois. Eh bien, le duo d'artistes qui doit agrémenter cette journée est aussi là. Landry Padonou et Landry Magnidé, 2 amis unis depuis 2014 par un pacte d'harmonie. Ensemble, ils ont baptisé leur alchimie, le duo Landry Plus. Ils font de l'acoustique légère, un genre de country à la béninoise. Imaginez un peu le souffle délicat de la clarinette qui rencontre la corde vibrante de la guitare. C'est une ambiance que nous allons vivre ensemble dans quelques minutes sur ce plateau. Ce sont là les grandes articulations de la deuxième partie de cette émission que nous ouvrons avec l'invité de la semaine, Ilano Hilarion Kenyon, président de la PADEM Bénin. Au menu de nos échanges, le rôle des médias dans le processus électoral. Vous le savez, le Bénin traverse une période sensible et le rôle du journaliste s'avère encore plus délicat en ce moment. Que doit faire le journaliste? Que doit-il s'abstenir de faire? Et comment amener les consommateurs de produits de presse à faire la différence entre un journaliste et un web activiste pour éviter d'absorber de fausses informations? Voici l'invité de la semaine. Justement, il sera précédé du zapping. Ils sont tous des militants du Parti Les Démocrates dans la 11e circonscription électorale qui comprend les communes d'Aplakoué, de Djakotome et de Koulé-Kamé. Mobilisés ici à Koulé-Kamé au lendemain de la décision qui disqualifie leur candidat pour l'élection présidentielle de 2026. Maintenant, il y a 2 duos. Il y a duo Romia Douadani et duo Humpé. Donc, moi, je demande à tous ceux qui ont envie d'aller voter pour les élections présidentielles d'opter pour Romia Douadani. Je ne vais pas apprendre qu'on a brûlé des poneys quelque part dans le Koufo. Des gens ont dit que le Parti Les Démocrates, c'est le feu. C'est faux. On est la lumière. Donc il est temps, c'est le moment de montrer qu'on n'est pas un parti incendiaire. Notre feu là, ce n'est pas le feu qui brûle le pays. Qui sont ceux-là qui travaillaient à former des clans au sein de l'appareil qui dirigeait le parti? Alors, il y a combien de clans aussi dans le parti? De façon physique, plus perceptible, il y a 2 clans. Il peut y avoir d'autres choses. Mais ce qui est beaucoup plus perceptible, visible, et puis que tout le monde voit, c'est 2 clans. Ah, ceux-là, ils suivent tel leader. Ceux-là, ils suivent l'autre leader. Et ce faisant, quand vous voulez prendre la parole dans un milieu comme ça, vous êtes gêné. Aujourd'hui, ce que nous allons demander, c'est que là où Talon a fait des erreurs, nous allons demander à Wadaï de corriger. Les démocrates souffrent d'un déficit de démocratie interne, à en juger les déclarations des uns et des autres. Et quand vous avez ce cocktail en place, je pense que le sens de responsabilité commanderait que l'on se remette en cause et que l'on se demande qu'est-ce que j'ai pu mal faire qui nous a conduit à ça, plutôt que, encore une fois, d'aller chercher des boucs émissaires ailleurs. Cependant, notre idéal ne mourra pas. Il ne sera ni rangé, ni mis en veille. Il constitue un besoin pressant pour les populations et le devoir nous commande de continuer sa promotion par tous les moyens républicains possibles. Nous continuerons de porter à l'oreille de tout gouvernant notre idéal et notre disponibilité. La fourrière municipale de Cotonou vient répondre à un besoin de longue date, mieux gérer la sécurité routière et la mobilité urbaine. Elle est un instrument de lutte contre l'incivisme des usagers de la route
notamment le stationnement anarchique. La première finalité de cette fourrière, c'est déjà d'abord de désengorger les commissariats d'arrondissement. Messieurs de la presse, je veux pouvoir parler à mes officiers qui se sont régulièrement plaints de l'encombrement de leurs unités par des épaves, par des marchandises qui proviennent de la libération de l'espace public, etc., etc. Donc je pense que c'est le moment pour vous de pousser un ouf de soulagement puisque nous avons dorénavant un espace dédié que je vous prie de bien vouloir bien remplir. Désormais, sur le territoire de Cotonou, tous les véhicules terrestres à moteur en stationnement gênant ou abusif, laissés à l'état d'épave ou en infraction et qui représentent un obstacle à la circulation feront systématiquement l'objet d'une mise en fourrière. Ils sont au total 8 agents à recevoir des distinctions honorifiques pour services rendus à la nation. Parmi eux, l'ancien secrétaire général de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Julien Akpaki, élevé au grade d'officier de l'Ordre national du Bénin. Mais la seule chose qui me revient à l'esprit, c'est que depuis 2011 et après en 2021 et récemment en 2024, c'est-à-dire qu'en 2011, ça ne me rajeunit pas, hein, quand j'ai été fait commandeur de l'ordre et après grand officier et récemment grand croix, je n'ai pas encore trouvé dans mon lexique le mot qui sied le plus pour qualifier ces ordres de la République, c'est-à-dire en goût, c'est-à-dire on dit Akwemaho. Hilarion Kenyon, bonjour. Bonjour, Irish. Vous êtes président de la plateforme des promoteurs et acteurs pour le développement des médias PADEM Bénin. Votre structure a récemment organisé une formation au profit des journalistes dans le cadre des prochaines élections générales. Pourquoi une telle formation, surtout maintenant? C'est vrai que nous avons initié cette formation à l'intention des journalistes de PADEM et aussi des sympathisants d'autres organes, parce que simplement, c'est maintenant que nous traversons cette période aussi sensible, c'est-à-dire l'organisation des élections alliées que le Bénin n'a jamais connues du Dahomey à nos jours. Et donc c'est la toute première fois que le Bénin connaît cette élection, et donc nous devons savoir que on va traverser des périodes très turbulentes, et donc il faut beaucoup plus de professionnalisme dans le traitement de l'information. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes dit il faut le faire maintenant. Oui, c'est vrai que la PADEM Bénin a promis réitérer cette formation aux journalistes du centre et du nord Bénin. Je ne sais pas si c'est déjà fait. Qu'attendez-vous exactement des professionnels des médias en cette période électorale? Oui, vous savez, en cette période électorale, nous avons l'obligation de revoir la qualité de nos productions. Mais le journaliste devrait toujours revoir la qualité de sa production, a priori. La formation, elle est continue. Elle est continue. On ne peut pas, a priori, compter déjà sur les acquis que nous avions. Nous sommes dans une période, on le disait tantôt, où on traverse l'organisation des élections groupées pour la toute première fois. Ouais. C'est-à-dire les élections législatives, présidentielles, municipales, durant presque dans la même période. Et dans la même période, nous avons un nouveau code électoral, nous avons un nouveau code d'éthique et de déontologie dans les médias. Oui. Et donc, il nous faut nous approprier ces tests-là pour améliorer la qualité de nos productions. Parce qu'il ne sert à rien de voir chaque fois, toutes les fois, les journalistes interpellés pour cause de manque de professionnalisme dans la production de leur contenu. Ouais. Et donc, il est impérieux que nous rassemblons, qu'on passe en revue tous ces nouveaux tests et qu'on s'en approprie pour mieux améliorer la qualité de nos productions. Ouais. C'est vrai qu'on sait que c'est une formation régie par un code, c'est assez codifié, il y a une déontologie, mais dites-nous précisément, quel est selon vous le vrai rôle du journaliste en période d'abord préélectorale, électorale, puis post-électorale? En fait, le rôle, en cette période, il n'y a qu'une nuance. En période électorale, nous devons traiter l'information avec équité. D'accord. Et ne pas tout publier. D'abord, le journaliste, c'est celui qui recueille l'information, la traite et la met à disposition
et donc du consommateur, qui est dans le cas d'espèces, les téléspectateurs, ou dans d'autres cas, tous les canaux conventionnels retenus et reconnus par la HAC. Et donc, en période électorale, c'est encore plus, on doit faire encore plus appel à nos sens de professionnalisme. Il ne faudrait pas que nous jouions le rôle des politiciens à leur place. Le journaliste, il est journaliste, le politicien, il est politicien, le communicateur, il est communicateur. Chacun dans son rôle. Donc, il faut que chacun joue son rôle. Il ne faut pas qu'on fasse mélange de genre. C'est la raison pour laquelle il faut qu'en cette période qui est typiquement spéciale, que les confrères sachent le rôle qui est le leur. On recueille l'information, on la traite, on la met à disposition du consommateur. Quel genre d'information il faut donner à l'informateur? Ce n'est pas tout ce qu'on voit qu'il faut publier. Ce n'est pas tout ce qu'on entend qu'il faut publier. La différence entre nous, c'est le sens de discernement. Il faut que nous sachions, il ne faut pas que nous soyons l'outil par lequel une certaine tension va s'inviter dans le débat politique, ou que le pays soit embrasé. Il faut qu'on se l'évite au maximum. Il faut qu'on sache que notre rôle est loin de ce rôle-là, et que les politiciens jouent leur rôle, et que nous traitons l'information en toute équité pour permettre à nos consommateurs d'être plus rassurés, d'avoir l'information réelle quand nous voulons la leur servir. Ouais. On sait aussi que la RAC a récemment sorti un communiqué pour rappeler aux professionnels des médias les normes à ne pas franchir en période préélectorale. Vous êtes également patron de presse et vous avez à votre actif plusieurs années de pratiques rigoureuses de journalisme. Les mesures de la RAC, selon vous, cette disposition, est-ce qu'elles sont contraignantes? Oui, elles sont très contraignantes. En ce que vous voyez aujourd'hui, d'abord le premier partenaire de la presse devrait être l'État. C'est dans tous les pays. Aujourd'hui, ces trucs sont contraignants, ces mesures d'acte sont contraignantes, mais nous devons de nous imposer de les respecter, parce que c'est ce que nous pourchassons qu'eux-mêmes, ils disent. Nous sommes là pour les appuyer dans ce qu'ils font. Mais l'autre chose, pourquoi est-ce que dans les médias, on remarque aujourd'hui beaucoup plus de la communication que du journalisme? C'est parce que simplement, on remarque que l'apport qui doit être celui de l'État est complètement effacé. L'aide de l'État qui doit être qui est une lettre consacrée par la loi, qui doit accompagner les médias, est arrêtée par exemple depuis l'avènement de la rupture pour des raisons que nous ignorons. La PADEM avait sorti un communiqué en temps, quand le gouvernement a introduit son nouveau budget à l'Assemblée nationale, on avait sorti un communiqué pour demander au ministre des Finances de revoir, d'intégrer à nouveau les journalistes pour qu'ils puissent être bénéficiaires, et donc de cette aide qui n'est qu'un droit. Mais on devrait toujours continuer sur... on veut toujours avoir confiance au président Edouard Loko et à sa capacité de manager pour que cette aide nous revienne aussi rapidement que possible. C'est en l'absence de cette aide, c'est vrai, on n'est pas dédouanable, que nous observons par exemple beaucoup de dérives. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, vous utilisez des intrants. Il n'y a pas cet organe aujourd'hui qui peut évoluer sur ses propres moyens. Ça n'existe pas. Ça n'existe dans aucun pays. Donc ce n'est pas le Bénin qui va faire la différence. Non. Il faut qu'on s'inscrive dans le concert des autres nations. Il faut qu'on le fasse parce que moi, je me demande, mais je suis très sûr que le chef de l'État entendra raison finalement pour libérer cette aide, pour permettre aux organes de reprendre le fonctionnement normal que nous vivons dans les rédactions. Très peu de rédactions aujourd'hui font des conférences de rédaction. Or, tout se situe là. C'est là-bas qu'on fait, aux conférences de rédaction, qu'on fait de l'autocritique, qu'on revoit la qualité des productions, qu'on se corrige pour les meilleures productions les jours à venir. Mais là, c'est presque absent, parce que les rédactions ne sont pas totalement fonctionnelles. Il faut payer les loyers, il faut payer les intrants, il faut payer les charges fixes. Et donc, en résumé, il est impérieux que cette aide nous revienne. À défaut de l'augmenter, il faut qu'elle nous revienne pour que les bénéficiaires en jouissent au bon profit de leurs rédactions respectives. Ouais. Vous décrivez un tableau assez sombre et comme vous le savez, avec l'essor des nouveaux médias, les populations préfèrent de plus en plus le sensationnel, certainement que vous le savez déjà. Les web-activistes, souvent muets désormais en coach ou en pseudo-journalistes, disent ce que les médias n'osent pas dire ou n'osent plus dire. C'est à croire que le journalisme a quitté la presse pour les réseaux sociaux, non? Mais c'est vrai, il faut le reconnaître aujourd'hui, notre première menace, c'est les réseaux sociaux. Notre première menace, c'est les réseaux sociaux. Mais nous, en tant que journalistes, nous devons avoir le sens de discernement. Et c'est pour ça que moi, je dis toujours aux confrères, quand j'ai l'opportunité, il faut toujours respecter les trois processus que je viens de dire tout à l'heure. Prendre l'information, la traiter et la mettre à disposition du consommateur. Mais le web activiste se fout de ça là. Le web activiste livre cru ce qu'il a. Nous avons l'avantage d'avoir le sens de discernement. Nous avons l'avantage, le code nous impose de traiter l'information. Mais eux qui sont sous la toile, qui veulent les 1000 vues, les 1000 pas. Surtout la réactivité de l'information. Il faut que l'information soit servie à chaud au public. Oui. Mais nous ne devons pas être menés par ça. Nous devrions toujours être collés au code, être collés
aurait qui régisse notre métier. Aussi, on doit faire comme les web activistes, autant dit, je ne suis plus journaliste, puis nous ne sommes régis par de différentes lois. Et donc, si, c'est pour ça que j'ai dit tantôt, il faut diffuser les contenus sur les supports conventionnels retenus par la HAC. Si on veut être web activiste, on laisse la plume, on laisse le micro et on s'accroche au micro des web activistes là-bas et on est prêt à subir les rigueurs de la loi concernant les web activistes. Mais quand tu es journaliste... Mais face à son terrain qui est souvent violé par des personnes qui n'ont pas appris à traiter l'information et qui diffusent à longueur de journée des informations peu crédibles, mais qui drainent du public, que peut faire le journaliste? Oui, là, nous n'avons pas le choix. On ne peut que demander à la HAC, qui est l'institution de régulation des médias, de s'en occuper. Il faut que cette menace disparaisse. Parce que si on commence par les sanctionner, on commence par les interpeller, si on commence par répondre de leurs actes, et en termes de diffamation, je pense que ça va réduire drastiquement. Et que les consommateurs aussi sachent avoir le sens de discernement. On ne peut pas se fier à ce que disent les réseaux sociaux pour dire, bon, j'ai déjà eu l'information. Il ne faut pas que cela aussi amène le journaliste à s'éloigner de son métier, à s'éloigner des règles qui régissent son métier. Absolument pas. Quel que soit ce qui se passe sur les réseaux sociaux, le journaliste se doit de respecter rigoureusement, d'être collé rigoureusement au code de l'éthique et de déontologie qui régit son métier. Si un journaliste hasarde à aller se comporter comme un web activiste parce que eux ils le font, ils n'achètent pas un train, ils ne font rien, ils n'ont pas de charge, ils le font, ils gagnent beaucoup d'argent. Et pour ça, il faut s'inviter dans ce métier, ils vont subir les rigueurs de la loi, ils n'auront personne pour les défendre. Chaque métier a ses règles qu'il faut absolument respecter. Les web activistes, en son temps, si les autorités ou les personnes ayant qualité de les sanctionner arrivent à le faire, ils n'auront personne pour les défendre. Mais si nous arrivons à nous départir de ce qu'ils font pour exercer le métier tel que régi par le code, nous aurons toujours quelqu'un pour nous défendre. C'est en cela que nous avons l'obligation, quel que soit ce qui se passe avec les réseaux sociaux, de nous coller au code de l'éthique et de déontologie, de faire le métier comme cela se doit. C'est-à-dire prendre l'information, la traiter et la mettre à disposition des consommateurs par les canaux reconnus par la HAC. Ouais. Nous n'allons pas clore cet entretien sans parler de ce malaise, vous l'avez rapidement soulevé tout à l'heure, un malaise profond qui grandit d'ailleurs dans le rang de la presse béninoise. Les arrestations de journalistes. Nous avons plusieurs confrères qui sont actuellement dans les liens de détention pour diverses raisons. On se souvient de notre jeune confrère Ali Moumouni, ancien journaliste de sport de Canal 3 Bénin. Le dernier cas en date, c'est Olivier Alotiémé. Nous avons lu le communiqué d'ailleurs de la PADEM sur ce dossier, après les excuses publiques de notre confrère sur les réseaux sociaux. Un mot sur ces cas et des conseils aux confrères? Merci. C'est bien dommage. Il faut que les confrères sachent qu'à chaque régime de nouveaux comportements, le régime de Kérékou n'est pas le régime de Yahi, le régime de Yahi n'est pas le régime de Talon. Et donc il faut comprendre qu'on n'affronte pas le lien avec n'importe quelle âme. Quand on est en face des systèmes, il faut savoir se comporter. Soyons plus professionnels dans les moments que nous traversons. Et c'est ça seul qui peut nous sauver. Je voudrais, dans le cas d'Olivier, par exemple, dans le cas de jeunes que vous avez sifflé, par exemple, c'est déplorable, de manière générale, quel que soit ce qui se passe. Arrêter un journaliste, c'est fermer un espace d'expression et ce n'est pas bon pour la démocratie, ce n'est pas bon pour le pays dans lequel nous sommes. Le Bénin fait partie des pays d'élite en termes de démocratie. D'ailleurs, pour ça que nous avons demandé la clémence du chef de l'État, la clémence des juges pour que ceux qui sont enfermés soient libérés. Parce que ce n'est pas qu'ils soient enfermés, c'est vrai, il faut sanctionner. Je disais tantôt, il faut toujours publier les productions dans les supports reconnus par la HAC. Vous avez vu, il y a déjà, par exemple, le cas de Olivier. Il a publié ces choses. Si c'était dans un support reconnu par la HAC, nous aurons beaucoup plus de moyens de lutte. Donc, il faut éviter d'utiliser les supports illégaux pour faire passer nos messages. Il faut utiliser toujours les supports reconnus, conventionnels reconnus par la HAC. Je voudrais demander aux confrères, aux jeunes confrères qui s'invitent dans le métier de manière aussi massive, d'être collés au code de l'éthique et de la déontologie. C'est notre Bible. C'est ça seul qui peut nous sauver. Il n'y a pas de la sorcellerie, de savoir que le régime actuel est très réfractaire au mauvais exercice de notre métier. Et donc, il faut les exercer de manière professionnelle de plus en plus. Très rigoureuse. Voilà, pour permettre à ceux qui peuvent nous défendre autant de porteurs de le faire de manière aussi facile. Donc, je voudrais demander aux jeunes, franchement, il faut qu'ils fassent le métier, mais avec beaucoup plus de rigueur. À ceux qu'on a arrêtés, du courage, et à ceux qui ont contribué à ce qu'on les arrête, patience et pardon, pour qu'ils puissent recouvrir leur liberté, parce qu'ils ne méritent pas d'être là où ils sont.
un peu de sanction, ils ont compris certainement qu'ils ne recommenceront plus, mais on a besoin d'eux encore dans ce métier, leur place est là vide. Il faut qu'ils viennent l'occuper. Ouais, c'est vrai que vous venez de délivrer un message aux confrères, aux journalistes avérés qui sont effectivement des professionnels des médias, mais aussi des conseils quand même aux consommateurs des produits de presse qui n'arrivent plus aujourd'hui à faire la différence entre le journaliste et le web activiste. Oui, c'est vrai. Malheureusement, quand tu tombes sur un partenaire, aujourd'hui, nos partenaires aujourd'hui, c'est les hommes politiques. Oui. Quand tu les rencontres, ils te confient tout sauf du journalisme. Donc il faut qu'ils sachent à un moment donné que le journaliste, quand il fait son information, ce n'est pas parce qu'il est contre vous. Il est contre. Il faut l'information a besoin d'être traitée avec équité. Et quand nous le faisons, ce n'est pas forcément parce que nous sommes contre quelqu'un. Nous avons l'obligation de livrer l'information telle qu'elle. Nous ne pouvons pas modifier l'information. Et nous, en tant que journalistes, vous, consommateurs, vous devez savoir que nous ne sommes pas là pour jouer votre rôle à votre place. Nous sommes là pour porter l'information après son traitement à la place, à disposition du consommateur. Et donc, ayez la patience de savoir que nous ne sommes pas des web activistes, nous sommes des journalistes. Et des règles régissent notre métier. Mais ceux que vous pensez qui passent l'information n'ont aucune règle qui régisse leur métier. Si vous ne savez même pas faire, ils vont vous induire en erreur. Puisque si on arrive à les prendre ici dans leur commanditaire qui n'est que vous. Or, nous, dans le journalisme, la source de l'information est sacrée et secrète. On ne la dévoile pas. Il faut savoir distinguer le journalisme de web activiste. On ne fait pas la même chose. Certes, on met l'information à disposition, mais comment nous traitons, eux, ils ne traitent pas. Nous sommes régis par un code, ils ne sont régis par aucun code. Et donc, vous devez les savoir et savoir attribuer la place du journaliste au journaliste, la place du web activiste au web activiste, pour que le métier coule très bien. Ouais. Merci à vous, Hilarien Quignon. Un mot rapidement pour clore cette émission. Je voudrais nous inviter, tous nos amis journalistes, les parents, leur dire que la 7e édition de Noël des enfants organisée par PADEM s'annonce encore. Nous allons nous retrouver le 26 décembre prochain avec nos enfants pour faire soirée encore. C'est le rare moment où nous devons donner du plaisir à nos enfants. Les communiqués vont passer au temps opportun pour nous renseigner davantage. Est-ce qu'il y aura un clin d'œil aux enfants des journalistes qui ne sont plus de ce monde? Ah oui, c'est vrai. Nous avons la chance encore d'être aux côtés de nos enfants. Il y a plein d'enfants de nos confrères qui sont morts cette année. Il y en a plein qui sont partis. Je voudrais tout simplement dire compassion. Compassion. Et quand nous avons l'occasion de donner leur de l'amour, le maximum de l'amour que possible pour qu'ils ne se sentent pas, qu'ils se sentent enfants parmi les autres enfants. Ils ne se sentent pas délaissés. Voilà. Merci à vous, Hilarien Quignon. Je rappelle que vous êtes le président de la plateforme des promoteurs et acteurs pour le développement des médias PADEM Bénin. Bon dimanche à vous. Merci beaucoup. Restez avec nous pour la suite. Merci, mesdames et messieurs. Nous allons à présent suivre la revue Hebdo, une réalisation de Assimo Kani. Bon, on se retrouve dans un instant avec notre invité média. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. Deux actualités majeures font cette revue de presse hebdomadaire. La première, la proposition de révision de la Constitution de 1990 et la deuxième, l'entretien exclusif du chef de l'État, Patrice Talon, sur les grands sujets d'actualité et qui amenait le journal Bénin Intelligent à parler des confessions explosives de Talon. Le journal soulignait qu'alors que Boni Yayi a accusé il y a une semaine le président Talon de mener une politique systématique d'exclusion depuis 2016, ce dernier lui a retourné la responsabilité mardi. Dans un récit inédit sur Bénin TV, il a détaillé comment Boni Yayi a refusé, selon lui, le consensus empêchait la tenue normale des élections de 2019 et sabote systématiquement toutes les réformes. Sous le titre « Talon sans langue de bois sur l'atmosphère préélectorale », le matinal écrivait qu'il pointe la responsabilité de Yayi dans la disqualification des LD, les dessous de sa rencontre avec son prédécesseur. La Nation fait observer que le politiquement correct n'est pas le fort de Patrice Talon. Le langage direct, quoi qu'en soit le prix, reste et demeure son leitmotiv. Il a encore démontré au cours de sa sortie médiatique en pleine secousse politique et électorale. Sans mots couverts,
C'est le président Boni Yayi qui est à l'origine de tout ce qui s'est passé en 2019. J'ai prié pour que la foi ait raison des positions du président Boni Yayi, mais rien n'y fit. Parlant d'incitation au dialogue permanent, Patrice Talon est encore revenu sur les griefs portés contre le nouveau cadre électoral. Le code électoral a certes placé la barre haut pour tout le monde, mais il a surtout prédisposé tout le monde à tendre la main aux autres pour qu'après les élections, ils ne se regardent plus comme des ennemis. On ne peut pas construire le pays quand on a l'impression qu'il y a une partie du pays qui est contre une autre, insiste le président de la République. Talon vide son sac, titré à son tour Fraternité, qui publiait l'intégralité de l'entretien et dans cet extrait, le Parlement a continué avec les tests existants et nous sommes allés aux élections législatives 2019. Vous connaissez la suite et c'est quelque chose que je n'ai jamais voulu évoquer dans ces détails-là parce que je pense que, comme dit le président Yayi Boni lui-même, les intrigues du genre peuvent être gérées sans que l'opinion dans son ensemble ne découvre ces détails qui ne nous honore pas, et encore moins un ancien président de la République. Mais je suis tenu au fait de dire que tout le monde m'entende que ce qui s'est passé en 2019, c'est le président Yayi Boni qui a été le seul responsable. Il a empêché la tenue normale des élections. Il a empêché les démocrates de participer aux élections. C'était le FCBE à l'époque parce qu'il a empêché que des tests consensuels soient mis en œuvre pour permettre une élection apaisée. Pour la Nouvelle Tribune, Patrice Talon a surpris en saluant publiquement l'action de Lionel Zinsou, son adversaire lors de l'élection présidentielle de 2016. Le président a reconnu avoir peut-être mal jugé l'ancien Premier ministre durant la campagne avant de louer son engagement actuel pour le développement du pays. L'ancien Premier ministre Zinsou, qui a été mon challenger aux élections, travaille pour le Bénin. Il fait des choses extraordinaires. Moi, je suis admiratif de ce qu'il fait. Il nous accompagne beaucoup, il nous aide beaucoup, il aime son pays et j'observe qu'il n'est pas président, mais il fait des choses extraordinaires pour le Bénin. Et ça, vous voyez, s'il avait suivi Yayi Boni, il nous aurait privé de ses compétences, il nous aurait privé de tout ce qu'il nous apporte dans le système de notre action. C'est ce que je voudrais que chacun fasse, qu'on soit d'un bord ou de l'autre, a confié Patrice Talon. Le leader du jour le citait vendredi qui disait « Lionel Zinsou fait énormément pour soutenir la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement ». Le journal de faire observer qu'en saluant le rôle de Lionel Zinsou, ses compétences et son sens élevé du patriotisme, le président Talon adresse un signal politique fort, celui de l'unité et de la responsabilité partagée dans la marche vers l'émergence. Et dans la semaine, on apprenait dans les pages des publications l'initiative d'une révision de la Constitution par 2 députés de la majorité présidentielle. Le challenge pointait donc que face aux voix qui s'élèvent pour exprimer des inquiétudes à propos du projet, l'honorable Akhenatonde a tout fait d'apporter des précisions qui rassurent. Le député a été explicite et a trouvé les mots justes qui donnent plus de précision aux sceptiques. Bénin Intelligent notifiait que l'ancien président Boni Yayi s'oppose à la création d'un Sénat au Bénin. Il a donné son avis dans une publication sur sa page Facebook. Cette initiative ne va pas dans le sens du renforcement de notre démocratie. Engagée sans consensus national, elle s'inscrit dans un climat d'exclusion qui fragilise la cohésion sociale et compromet la sérénité du débat républicain, écrit-il. Et si le Sénat était la solution, s'interrogeait en titre Fraternité, qui estimait que l'un des avantages du Sénat, c'est qu'il sera composé de membres siégeant d'office pour les éminents services rendus à la nation. Nul citoyen ne mérite plus que les anciens présidents de la République, les anciens présidents de l'Assemblée nationale, les anciens présidents de la Cour constitutionnelle, les responsables de l'armée et autres dignitaires
d'être membre d'une telle institution. Aussi pourraient-ils influencer les bonnes décisions et les délicates conciliations en se chargeant des problèmes préoccupants pour nous soulager des travers de la politique politicienne. Dans les pêle-mêle, la nation indiquait que l'édition 2025 de l'exercice maritime multinational Grand African Nemo a été officiellement lancée le jeudi 6 novembre sous la coordination du Centre régional de sécurité maritime de l'Afrique de l'Ouest. Cet exercice d'envergure mobilise les marines de 27 nations pour renforcer la sécurité, la sûreté et la stabilité dans le golfe de Guinée, exposé à de multiples menaces. La nation renseignait que le gouvernement béninois poursuit son ambition de transformation structurelle de l'économie nationale en Conseil des ministres le mercredi 5 novembre 2025. Il a donné son accord pour la création des pôles économiques régionaux d'industrie légère et d'agro-industrie. Une décision stratégique qui vise à étendre les opportunités industrielles au-delà des zones économiques spéciales existantes, tout en favorisant un développement équilibré du territoire. Afrique de l'Ouest, commerce alimentaire intra-régional, affichait l'économiste du Bénin, un pilier discret mais vital de lutte contre la faim. Fraternité informait que le jeudi 6 novembre 2025, le sélectionneur national du Bénin, Gernot Rohr, a convoqué 4 nouveaux joueurs en vue du match amical contre le Burkina Faso qui se tiendra au Maroc. Avec ces 4 recrues au profil varié, il souhaite injecter un vent de fraîcheur dans l'équipe des Guépards. Jordan Lawson, Ibrahim Salifou, Adam Makime et Felipe Santos viennent tous avec des attentes et des expériences différentes, mais l'ensemble présente un potentiel intéressant pour l'avenir. Fin de la revue de presse hebdomadaire. Merci de nous retrouver dimanche prochain. Aziz Adam Soulé, bonjour. Bonjour à vous, Ulrich. Bonjour à tous les amis téléspectateurs de Canal 3 Bénin. Vous êtes journaliste indépendant, correspondant de la West African Democracy Radio au Bénin. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir. C'est un plaisir réciproque de vous recevoir chaque fois sur ce plateau. Exact. Vous avez suivi l'actualité, la récente sortie médiatique du président Patrice Talon. Il a révélé beaucoup de choses que vous et moi, certainement, ne savions pas. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas connues du grand public. Quel est, selon vous, le principal objectif communicationnel de cette sortie médiatique du président de la République? Oui, heureusement que vous faites bien de préciser que vous et moi n'avions pas eu un certain nombre de détails jusqu'à ce que le chef de l'État, disons, prenne ses responsabilités pour, disons, comme ça, situer l'opinion publique. Oui, en termes de l'objectif, en termes d'objectif, j'allais dire, voilà, caché derrière cette sortie-là, c'est une sortie, ma foi, qui nécessitait en tout cas clarification, ma foi, dans la mesure où je trouve quand même une sortie opportune. Pourquoi opportune? Dans la mesure où il fallait quand même venir rétablir un certain nombre de faits. D'accord. Venir rétablir la vérité dans la mesure où, quand on a pu voir, on va dire, la situation dans laquelle le pays, en tout cas, végète depuis peu, quand on a pu voir aussi la récente sortie de l'ancien chef de l'État, sinon, je crois bien qu'il est allé là en qualité de chef de parti politique, notamment le président du parti politique Les Démocrates, Thomas Boniaï. Quand on a pu voir le nombre d'allégations, on va le dire comme ça, portées à l'endroit directement, de façon frontale du chef de l'État actuel, je pense qu'au-delà même de l'autorité, il y a quand même, c'est quand même un humain et il y a un certain nombre de faits qu'il fallait apporter comme clarification. Alors, dans les faits, justement, j'ai pu relever un Patrice Talon qui semblait être agacé, qui est sorti de sa réserve. Il semblait être agacé dans la mesure où, au-delà, on va dire, des accusations qui lui étaient portées, on a pu remarquer, par exemple, s'agissant
malheureusement, on n'a pas envie de revenir là-dessus, mais il a évoqué, nous pourrions, disons, en discuter, notamment les événements malheureux de 2019. Quand, écoutez, un chef d'État en arrive à dire que c'est son prédécesseur, qui le cite comme ça, qui est le seul responsable de ces événements-là, il y a matière à se poser des questions. Pourquoi? À ce niveau-là, quand il y a des affirmations à ce sommet-là de l'État, c'est dit qu'on a un certain nombre d'éléments, on a un certain nombre de, disons, de preuves, parce que d'une manière ou d'une autre, vous savez tout comme moi que le président actuel a ses services, et c'est au regard certainement d'un certain nombre d'enquêtes. L'objectif sur ce plateau n'est pas d'incriminer X ou Y, mais je pense que lui-même, il a reconnu que sa guéguerre entre son prédécesseur et lui ont assez, disons, fatigué les Béninois. Les Béninois en souffrent, ils ne continuent pas à en souffrir. Je vais dire quoi? Depuis pratiquement 20 ans, si on peut le dire, depuis qu'il était d'abord son soutien pour que lui vienne au pouvoir, et puis bon, vice-versa, il lui passe le témoin. Donc, on a comme impression que c'est le fameux Achapodi, souvenez-vous, de cette rencontre-là avec notre confrère aîné Serge Ayaka, où il disait qu'il souhaiterait qu'il se voit autour de choses de là par là pour se dire, je pense que c'est une partie, si on peut le dire comme ça, de ce Achapodi-là qui a été enfin révélé. Mais bon, quand on va dans le contenu de ces propos-là, je retiens par exemple, au-delà de ce que j'ai dit tout à l'heure, s'agissant par exemple de la participation des démocrates à l'élection présidentielle. Écoutez, ce n'est pas que le principal parti de l'opposition seul qui n'a pas pu présenter son duo de candidats, puisque ne remplissant pas les conditions. Je l'ai dit sur d'autres plateaux, qu'est-ce qu'on a fait en son temps pour, disons, éviter tous ces éclatements-là? Et vous voyez, jusqu'à présent, ça continue. Quand on accuse qu'il y a une campagne de déstabilisation au sein du parti politique, et que même, je crois qu'au long de cette semaine, j'ai pu voir des suppléants de ce parti politique-là, notamment le député Habib Wolokoubou de la 8e circonscription électorale, son suppléant qui est venu sur votre plateau, par exemple, fait encore d'autres révélations graves. Mais est-ce que c'est toujours au niveau du parti de la mouvance que des pions sont bougés jusqu'à l'étape actuelle? Est-ce qu'on n'a toujours pas encore pris conscience de ce qu'au sein de notre parti politique, notamment je veux parler des démocrates, il y a du travail qui doit se faire? Ce sont des interrogations. Au-delà de cela, quand on demande par exemple, s'agissant de la situation, disons, des jeunes qui ont des difficultés et qui sont dans les liens de la détention, quand on sait qu'on a occupé ce poste-là par le passé et qu'on demande à l'actuel chef de l'exécutif de faire pression pour, disons, voir dans quelle mesure, bon, je me pose la question là également, où est la séparation des pouvoirs? J'ai vu, disons, un ancien chef de l'État paternaliste, ce qui est tout à fait normal, qui a l'amour, disons, de la paix. On ne peut pas le lui refuser, mais la loi, elle est la loi, elle est due, elle reste la loi. Alors, au-delà de cela, c'est sans doute des événements où peut-être n'ayant pas reçu un écho favorable, mais au sorti de cette rencontre-là avec son successeur, qu'il a dû certainement faire cette sortie-là. Cette sortie-là encore, je le dis, je m'interroge encore sur la stratégie. Je me pose la question de savoir est-ce que cette sortie-là de l'ancien chef de l'État était opportune là également? Parce que je pense, je peux me tromper, ce ne sont que des analyses, je pense que n'eût été cette sortie-là de Boni Yaye, vous ne verrez peut-être pas un Patrice Talon. Même si, bon, dans cette sortie-là, on a pu voir que c'est 48 minutes pratiquement dédiées pour venir répondre à Boni Yaye. Moi, j'aurais aimé, par exemple, qu'au-delà même, disons, de ces allégations, qu'on profite en même temps ouvrir une petite brèche pour évoquer certains sujets brûlants de choses de l'actualité du pays. Oui. Au regard de tous ces points que vous venez de soulever par rapport à la récente sortie du président Patrice Talon, est-ce que, selon vous, l'objectif communicationnel a été atteint au regard des réactions de l'opinion publique et aussi de la classe politique? Oui, quitte à ce que chacun se fasse son opinion, mon cher Ulrich Gaba, dans la mesure où, je l'ai dit, nous, notre rôle, c'est bien déjà que l'aîné du PADEM ait rappelé les principes sacro-saints de notre corporation tout à l'heure quand vous le receviez. Je pense que ici, notre rôle n'est pas de juger, je l'ai dit, X ou Y, mais c'est de, disons, de décrypter les faits, d'analyser les faits tels qu'ils se présentent, disons, selon l'actualité. Oui, objectif, c'est selon les courants. Est-ce que c'est une sortie réussie? Voyez-vous, c'est l'évolution de l'actualité qui fait qu'aujourd'hui,
peu ou prou, quelle que soit la posture que vous adoptez, on vous colle tout de suite une étiquette. On estime peut-être que vous avez une coloration, disons, politique, proche peut-être soit de la mouvance ou de l'opposition, selon les analyses que vous faites. Mais je pense que le plus important ici, l'objectif n'est pas de voir si cette sortie-là a été réussie ou non. Pour moi, l'objectif, c'est de voir si, effectivement, des deux positions, de la sortie de Boni Yayi ou de Patrice Talon, qu'est-ce qu'on retient finalement? Est-ce qu'il y a eu des compléments d'information? Est-ce qu'entre-temps, au-delà de ces deux sorties-là, est-ce que désormais le Bénin peut souffler? Parce que vous l'avez entendu également, le chef de l'État lui-même l'a dit, que le peuple béninois, inutile de me répéter, assez souffert, disons, de cette guéguerre-là, Thomas Boni Yayi. Je pense qu'il a même bien fait de demander, je veux espérer que ce sera le cas effectivement, que les deux protagonistes puissent se retirer de la scène politique et véritablement donner la chance à une nouvelle classe politique véritablement de faire leur preuve. Eux, ils ont déjà montré tout ce qu'ils ont comme compétences. Je pense que dans les tout prochains jours, avec les prochaines élections, je veux espérer qu'on va voir du nouveau. Et l'autre chose également, revenant sur le parti Les Démocrates, avec tout ce qui a pu se passer et avec ce qui se passe actuellement, c'est déjà heureux de savoir qu'au niveau des communales, je crois bien, Eric Ondete, qu'on a vu également dans une autre posture, ça il faut pouvoir le dire, au-delà de toutes les pierres qui lui sont jetées. J'ai pu voir Eric Ondete résilient, qui a pris de la hauteur. C'est ce que nous voulons également d'un chef, en tout cas d'un vice-président. Et je crois qu'il joue bien ce rôle-là. Je veux bien espérer que dans les tout prochains jours, oui, l'acte, parce que ça ne fait pas sérieux, je pense, je l'ai dit sur un plateau, quand on voit un Boni Yayi actuellement traîner ça et là, je veux bien espérer qu'il soit un peu en retrait. Je souhaiterais véritablement qu'il puisse donner la chance à cette jeunesse-là. Bien sûr, et je le souhaite vivement parce que je sais, je n'en doute point d'ailleurs, qu'on peut encore aller nous abreuver, disons, à ces expériences. En tant qu'ancien chef de l'État, il y a des choses, écoutez, il y a des choses qu'on n'a pas encore vues de Boni Yayi. Je veux bien espérer. Peut-être que c'est cette posture-là de président de parti qui fait qu'on a du mal, justement, à identifier le personnage. Ancien président de la République, président du parti. Donc, c'est tantôt en même temps une personne à consulter, mais une personne en même temps qui est jugée parti. Donc, quand c'est comme ça, forcément, vous êtes un peu comme un tas d'immondices. Quand ça ne va pas dans votre parti politique, on vous jette toutes les pierres. Mais ce n'est pas le premier cas. On a vu également un ancien président de la République, aussi devenu maire. Sauf que ici, les contextes ne se ressemblent pas, dans la mesure où, voyez-vous, avec tout ce qu'il y a comme événement. Bon, d'accord. Quand un ancien chef d'État sort et fait des affirmations aussi graves, voyez-vous, on a dit, quand on est au sommet de l'État, il faut avoir un minimum de réserve. Il y a des choses qui ont pu été, disons, révélées là-bas, mais dont nous, on n'avait forcément pas besoin de savoir. Malheureusement, je pense que ce premier pas à la franchie a fait qu'il y a eu action, après action, il y a eu réaction. Voilà. C'est cette réaction qui aujourd'hui est, disons, interprétée à tort ou à raison, alors qu'il faut voir, disons, d'où le problème est parti. Et comment, selon vous, cette sortie redéfinit le positionnement du chef de l'État pour la fin de son mandat, surtout en termes de relations avec ses alliés partenaires et l'opposition? C'est plutôt revoir encore la stratégie et je crois bien, lui-même il a dit à cette rencontre-là au Palais de la République où quand on est à la descente, il faut amorcer un peu. Je pense qu'à l'étape actuelle, c'est au-delà, disons, de la rigueur qu'on a pu tenir depuis 2016 en gouvernant ce pays, c'est d'avoir maintenant une oreille, je ne dis pas qu'il n'y a pas une oreille attentive, mais c'est d'être un peu plus doux, on est dans la descente, écoutez, disons, essayer de concilier comme on peut, et comme il le fait si bien d'ailleurs, il a manifesté sa main tendue. Quand je prends l'exemple, par exemple, parlant de cette rencontre, de cette possibilité-là, beaucoup parlent d'inceste, mais est-ce que nous sommes légalistes, oui ou non? On est démocrates, mais on fait l'effort, disons, de nous y conformer. Et même, je crois bien, lors de cette rencontre, il a dit, on peut aller en accord, disons, de coalition et ne pas forcément y épouser les idéaux, disons, de la mouvance. Mais malheureusement, je me rends compte que le parti, les démocrates, n'a pas pu, disons, prendre la mesure de la situation et continue, disons, d'être campé sur sa position. Bon, de toute façon, chacun pourra se faire ses analyses. Et l'autre chose, j'ai pu voir aussi ce week-end, et voilà, si déjà du côté de la mouvance, il y en a qui font quand même l'effort, parce que d'une manière ou d'une autre, le code, il est déjà là, les 20%,
beaucoup, malheureusement, c'est vrai que beaucoup vont vous taper là-dessus quand vous allez quitter ce studio, mais je l'ai dit, c'est mon opinion. Il n'y a que, par exemple, les 20%, rien ne nous prouve que le Parti Les Démocrates peut l'obtenir. Ici, par exemple, il n'y a pas une sorte... Vous avez vu, par exemple, ce week-end, le Parti Renaissance Nationale a pu faire fusion avec l'Union Progressiste, le Renouveau. C'est déjà un pas de franchi. Pourquoi peut-être? Parce que, au-delà, moi je l'ai dit, au-delà, disons, de nos principes, au-delà de nos exigences, mais la réalité, elle est là. C'est comment on fait pour aller... Mais est-ce qu'on veut aller aux élections? Parce qu'on a déjà raté le premier round. Nous avons les communales qui sont là, nous avons les législatives qui sont là. Qu'est-ce que nous faisons pour affûter nos armes pour aller aller affronter ces prochaines échéances? Là reste en tout cas toute la grosse interrogation. Et je veux espérer que le fusil d'épaule soit changé pour que, bon, à la fin, on ne crie pas allô, on nous a encore fait si on nous a fait ça. Et vous faites bien de parler des communales. Nous allons alors parler des positionnements sur les listes communales, les listes électorales pour les communales. Vous entendez comme moi de plus en plus des grincements des dents au sein des partis politiques, que ce soit de la mouvance comme de l'opposition. Selon vous, ces grincements de dents sont-ils principalement liés à des querelles des personnes ou à un désaccord profond sur la stratégie des partis politiques? Un peu de tout. Un peu de tout, Ulrich, dans la mesure où je pense qu'on l'avait déjà prédit sur ce plateau. On l'avait déjà dit que, et c'est normal, c'est normal parce que à l'approche, disons, des élections, des échéances, encore que celle-ci, c'est une élection couplée, les communales, les législatives et puis la présidentielle, on pouvait s'y attendre. Cette défection-là, pour moi, ça ne devait pas ébranler chaque parti politique dans la mesure où il devait déjà travailler à amortir, disons, ces chocs-là. Maintenant, l'autre chose, parlant de stratégie, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Est-ce qu'on a travaillé à ce que ces cas-là de défection, de grincement de dents, vous l'avez évoqué, je pense que du côté du Zoul, on a pu voir une frange du parti Bloc républicain qui manifeste, disons, son mécontentement. J'ai évoqué le cas du parti Les Démocrates tout à l'heure. En tout cas, à ma connaissance, jusque-là, on n'a pas encore vu de grincement de dents du côté du parti l'Union Progressiste de Renouveau. Alors, est-ce que là-bas, ils ont peut-être un génie ou ils ont une thérapie de choc pour contenir, disons, les cas de mécontentement? Là, reste la grosse interrogation. Mais toujours est-il que ce qui est important ici de retenir, je me pose la question de savoir quel est le type de militantisme que nous faisons aujourd'hui. Est-ce que parce qu'on n'a pas été positionné sur une liste ou parce qu'on n'a peut-être pas pu bénéficier? C'est vrai aussi, ça, il faut pouvoir le reconnaître. Ça fait un peu mal, parce qu'après tout, nous sommes humains. Quand on a mis ces moyens, j'ai pu écouter ce député suppléant-là, la dernière fois sur Actu Matin, qui est revenu sur un certain nombre d'aspects où on a senti véritablement que ce n'est pas accumulation de frustration qui s'est décidé maintenant de se retirer. C'est vrai que c'est un autre pan du débat, mais je pense que c'est le management qui devrait prévaloir dans chaque parti politique pour éviter, disons, ces éclatements-là. Je parlais qu'au niveau du bloc républicain, si on avait pu écouter ces, disons, militants-là, dissidents de l'autre côté, parce qu'ils n'auraient pas peut-être été positionnés, je ne pense pas qu'on va en arriver là-dedans. Je voudrais, ma foi, appeler au sens encore, en tout cas de ces leaders-là, que ce soit un Boni Yaye, que ce soit un Rico Mounete, que ce soit un Abdoulaye Biot Tchane, président du parti, ou encore le président de l'Union Progressiste, le Renouveau, maître Joseph Diogbenou. Je voudrais, comme ils le font si bien d'ailleurs, appeler à un sens encore de responsabilité et surtout de cohésion. Oui, pensez-vous que cette tension interne risque de coûter cher aux partis politiques et dans lesquels la crise est beaucoup plus profonde? Oui, tout dépend de la façon dont on prend la mesure de la situation. Parce que quand vous laissez des personnes qui sont frustrées partir, forcément, ça fait un manque à gagner pour vous. Je ne voudrais pas revenir sur le premier sujet. Vous avez vu, par exemple, et je l'ai dit, on est en politique. Ce n'est pas de l'émotion. La politique, ce n'est pas pour un enfant de cœur. Quand vous voyez, par exemple, le chef de l'État affirmer énormément, par exemple, que, bon, d'accord, puisqu'on l'accuse de quelque chose, les 6 députés démissionnaires qui n'ont pas pu exprimer leur liberté au niveau du parti de provenance, qui va leur donner la possibilité, bon, je me demande encore là, si c'était aussi la bonne occasion pour le dire, ce sont des interrogations, mais toujours est-il que, je l'ai dit, on est en politique et c'est l'addition au lieu de la soustraction. Et donc, revenons sur votre question par rapport à ces cas-là, disons, de défection pour des causes de frustration et autres. Les impacts, oui, c'est ça. C'est les appeler et discuter, voir dans quelle mesure, oui, vous n'avez peut-être pas été positionné pour telle ou telle raison, mais le parti, continuez pas à militer au sein de votre parti pour qu'on puisse, dans les tout prochains jours, et continuez pas à faire le combat. Et bon, voilà, la fumée blanche pourrait sortir forcément pour une occasion, pour une nomination. Le tout dépend, je pense, à mon humble avis, de la stratégie qui est on ne risque pas d'avoir des militants à vie et des gens qui ont position aussi à vie? Mais le tout dépend aussi, vous faites bien de me poser la question, le tout dépend aussi de
la vitalité de ces écoles politiques-là que nous avions au sein de ces partis politiques. Je pense que pour peu, peut-être qu'ils ne communiquent pas assez, mais pour ce que je sais, est-ce que à l'école, je pense qu'il y a aussi au niveau du sein du bloc républicain, par exemple, l'OJBR, cette formation, ce regroupement-là de la jeunesse, où ils ont des formations. Mais est-ce que ça continue véritablement? Quelle est la stratégie qui est adoptée au sein du Parti Les Démocrates, par exemple, au sein de l'Union progressiste de renouveau et les autres partis politiques? Est-ce que véritablement il y a ces rencontres-là qui se font, des rencontres B2B ou peut-être de façon périodique pour rappeler encore le sens du militantisme au sein de ces différents... pour lesquels on est ensemble. Pour lesquels on est ensemble. C'est vrai, je suis d'accord. On ne vient pas en politique pour les beaux yeux de Tantan Pillon, je suis d'accord. Mais au-delà de ça, est-ce qu'on fait véritablement l'effort de militer jusqu'à un niveau donné avant, disons, de pouvoir obtenir le gain? Parce qu'une chose est claire, quand vous venez à un parti politique, ne vous attendez pas du jour au lendemain à ce que vous soyez positionné si vous n'avez pas mouillé le maillot, si vous n'aviez pas fait le combat. Voilà. Ouais. Nous allons maintenant faire un tour au Parlement où la proposition de révision de la Constitution passe l'étape de la commission des lois. Au-delà des articles eux-mêmes, pourquoi la révision constitutionnelle intervient-elle maintenant? Je me pose également la question. Oui, mais moi je me pose la question. Je me pose la question dans la mesure où, c'est vrai que j'ai eu la grâce de recevoir l'un des initiateurs là, sur une radio de la Passe ici à Cotonou, qui est revenu sur le bien fondé, de cette proposition de loi-là, justement, notamment cette trêve, parlant de cette trêve-là. Et puis, ce Sénat-là, je me pose la question dans la mesure où, quand on regarde le timing et on regarde le contexte, je pense qu'on aurait pu attendre un peu. Je m'explique. Nous sommes dans une période peut-être sensible. Ouais. C'est vrai que Laura Hassan Seydou n'avait pas pour obligation, peut-être moi, de me convaincre, mais pour convaincre les auditeurs. Mais de mon regard de jeune analyste, je pense qu'on aurait pu attendre, disais-je, dans la mesure où, quand on regarde le contexte, on se pose véritablement la question de savoir qu'est-ce qui fait courir. Qu'est-ce qui fait courir dans la mesure où, il y a pour moi des sujets plus importants et quand on regarde la situation sociopolitique, je pense qu'on aurait pu d'abord mettre ce dossier en veilleuse. Allons dans le contenu justement des propositions. Quand, par exemple, on estime que c'est une belle brochette d'anciens chefs d'institution, d'anciens présidents de la République, présidents également, disons, je l'ai dit, d'institutions, et même, c'est là encore je m'interroge, d'hommes armés, l'expression m'échappe là, des officiers de l'armée, voilà, merci. Je m'interroge dans la mesure où je me dis, est-ce que la Cour constitutionnelle a autant failli jusqu'à présent pour qu'on ne puisse pas lui faire véritablement confiance? Ou, disons, on vient substituer le rôle? Parce que je me pose des questions. Si le Sénat doit voir le jour et la Cour constitutionnelle, est-ce que ça aussi, est-ce qu'on a pu étudier? C'est vrai que c'est une proposition, elle sera étudiée, les députés vont revenir sur le contenu de ces différentes propositions-là et peut-être des points qui pourraient fâcher. Mais l'autre chose, je me pose la question de savoir, est-ce qu'on a pu tenir compte également du coût? Parce que j'ai pu parcourir également le contenu, disons, de ce document-là où... forcément, il y aura un budget alloué, c'est des émoluments. Je m'interroge de mon regard de jeune journaliste. Dans un contexte comme celui-ci, est-ce qu'il n'y a peut-être pas plus important pour le moment que ça? Ce sont des interrogations. Mais toujours est-il que je ne suis pas dans l'esprit, disons, des initiateurs de ce projet-là. Nous avons un Parlement, quitte à ce que dans les tout prochains jours, le débat puisse se faire, qu'au moins opportun, nous revenons ici peut-être pour... Vous faites bien de parler de débat, justement. Peut-on s'attendre à un débat substantiel lors du vote en plénière avec les députés de la mouvance majoritaire et qui sont d'ailleurs les initiateurs justement de cette proposition de révision? Et de quelle force dispose l'opposition aujourd'hui avec le groupe parlementaire, les démocrates, qui s'est récemment vu amputé encore de 6 députés? Dites-nous, comment est-ce que ça va se passer? Bien malin qui pourra le dire, mais nous ne sommes peut-être pas des prophètes, mais pour ce que je sais en matière de législation et en matière de réalité parlementaire, on sait qu'une loi va, comme eux-mêmes le disent souvent à l'Assemblée, disons, avec une chemise et ressorte pour, disons, caricaturer en pantalon. Pour dire quoi? Pour dire peut-être que pour certains, peut-être que les dés sont déjà pipés,
Mais attendant, nous, on a pu voir, par exemple, sur le projet de révision de la Constitution, Hassan Seydou, l'honorable, lui-même l'a rappelé, qu'au sein de son parti politique, il y en a qui ont voté contre, disons, ce projet-là. Et donc, on peut s'attendre justement à des surprises dans les tout prochains jours. De toute façon, moi, je ne vends pas, disons, très facilement la peau, disons, de ce projet-là. Attendons de voir et que véritablement des débats puissent se faire à l'Assemblée nationale, de vrais débats et qu'on ait, disons, ce choc-là des idées pour qu'enfin la lumière puisse jaillir. Attendons de voir. Merci à vous, Aziz Adam Souley. C'est moi, cher Bon Louis. dimanche à vous. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est l'heure de faire un clin d'œil à nos partenaires, le temps d'installer nos artistes pour la dernière ligne droite de cette émission. Tu vois mon pote, quand je fais le calcul, Canabox c'est vraiment top. J'ai internet avec la fibre et c'est ultra rapide. Avant, je rechargeais tous les jours. 1 giga pour elle, 100 mégas pour lui. Maintenant, je paye une fois par mois ma connexion. Ça me coûte moins cher, c'est illimité. Imagine les économies. En ce moment, les frais d'installation sont en promotion. Rendez-vous en boutique Canal+ ou contactez votre vendeur Canalbox. J'ai eu la chance de grandir au sein d'une famille, Maison Obéissance, le site de SOS Tassazomé. J'ai fait le cursus normal, j'ai fait un DTH, l'équivalence du bac en restauration. Après, j'ai continué à l'université, j'ai fait un BTS en gestion hôtelière. Après, à SOS, quand tu es jeune, à un certain âge, tu rentres en autonomie. Donc, je suis un jeune autonome de SOS Tassa. Aujourd'hui, je suis formateur en pâtisserie dans plusieurs centres de formation ici à Cotonou et à Natitingou. Je suis promoteur de la pâtisserie 10 mois chef. Et voilà un peu le parcours. Je suis aussi père de famille aujourd'hui. On connaît tous ce sentiment. Quand tu as tout donné et que rien ne vient. Quand les obstacles s'enchaînent et que tu veux lâcher. Mais parfois, c'est dans ces moments-là que tout commence. Parce que croire, c'est déjà jouer. Et jouer, c'est vivre. Nous sommes une marque proche de vous, fiable, engagée. Johannesburg, on parie sur vous. En novembre, seulement sur Canal+. On vient de signer Michael Jordan. Donc faut vraiment que tout soit parfait. Le son, les lumières. Cinéma, sport, séries et grands spectacles, les cadeaux sont déjà là. Jusqu'au 30 novembre, le décodeur HD est à 5 000 francs pour 2 mois d'abonnement à la Formule Access. En plus, l'installation est offerte. Et si vous vous réabonnez à votre formule habituelle, profitez de 15 jours à toutes les chaînes ainsi qu'à l'option DSTV English+. Sur les côtes du Bénin, un carrefour moderne se développe, ouvrant la voie vers de nouvelles opportunités. Avec le soutien de l'Union européenne, le port de Cotonou est au cœur du progrès, favorisant la mobilité des personnes, le commerce et le développement économique. Source d'emplois dans différents secteurs et de meilleures conditions de travail, le port de Cotonou devient une plaque tournante de transport majeur qui libère un flux d'opportunités dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Mesdames et messieurs, oubliez tout ce que vous pensiez savoir de la musique. Aujourd'hui, sur le grand format, nous n'allons pas seulement écouter un duo, nous allons assister à la fusion de deux âmes à la renaissance d'une tradition. Ils sont Landry Padonou et Landry Magnédé, deux amis unis depuis 2014 par un pacte d'harmonie. Ensemble, ils ont baptisé leur alchimie le duo Landry plus. Imaginez, mesdames et messieurs, le souffle délicat de la clarinette qui rencontre la corde vibrante de la guitare. C'est leur acoustique légère, un genre musical qu'ils ont ciselé comme de l'or
où le country à la béninoise se part de la sagesse ancestrale de nos terres. Et que dire de leur voix? Ce ne sont pas de simples mélodies, ce sont des caresses sonores, des symphonies d'intonation qui vous murmurent l'amour, l'endurance et la foi. Au creux de l'âme, chaque note est une perle de sagesse arrachée au revers de la vie transformée en une lumière puissante et bouleversante. Aujourd'hui, sur le grand format de Canal 3 Bénin, le duo Landry Plus ne vient pas jouer pour vous, il vient tous pour vous raconter le Bénin, la vie, l'amitié, avec une élégance rare et un talent magistral. C'est un duo qui fait de la simplicité un chef-d'œuvre. Voici pour votre plaisir, Landry Plus. Nando menchito menchino enigbe onyonu mi wenyi mekuna fe usolewu ovi mando were menchito oh menchino enigbe onyonu ye wenyi yekuna jowido se ndokore na biomi enyi mi fonzanzan Torumina zia foro comeo mi venon rodesse do milo Papa Elohe afili mi wede buno vano rodesse do mi domenju bemeni yonu mi seya Mama Elohe afili mi wede buno vano rodesse do mi domenju piano e mi no e don marapondo mo bonazenyi mi ton pokoe Enegezon mi fon poro we sonundo Bemeni yonu mi Vi bueno reto, vi bueno reno Vi bueno reto, vi bueno reno Bame o manyonu mi one we krana mi pone Nouveau décor avec le duo Landry Plus. Bonsoir Landry. Ici c'est Landry Padono. Et là c'est Landry Magnidé. Deux amis qui ont accepté de mettre ensemble non seulement leur voix mais aussi leurs instruments de musique, la clarinette et la guitare. Et deux voix qui vont beaucoup plus en symbiose. Déjà, d'où vous est venue l'idée du nom Landry Plus? Est-ce c'est juste un clin d'œil par rapport à votre prénom commun? Oui, Landry Plus, parce qu'au départ même ça a été un peu difficile pour nous. Mais après on s'est dit c'est simple. Hein. Donc vous avez cherché le nom pendant longtemps? On n'a pas cherché, mais on s'est vraiment réfléchi avant de donner le duo Landry Plus. Parce que voilà que deux personnes qui portent le même prénom et qui est né le même jour. Ah non ah ben non, là ça j'avais raté cette information. Donc vous êtes nés le même jour? Non, pas la même date, pas les mêmes dates, mais les mêmes jours quoi. Ah d'accord, même jour de la semaine. Même jour de la semaine. Ah d'accord, c'est quel jour déjà? Mercredi. Mercredi, d'accord. Donc mercredi prochain ce sera votre anniversaire. C'est ça. Donc c'est comme ça que Landry Plus est né. Oui. Voilà. Oui. Mais avec le temps, vous avez quand même connu d'autres entrées dans votre groupe apparemment. Il y a des gens qui ont commencé par beaucoup plus vous faire des clins d'œil, ils veulent travailler avec vous. Oui, parce qu'au départ, les gens beaucoup étaient sidérés par notre style de musique. Et surtout nos frères jeunes qui ont tellement envie de se donner à ce métier-là. Et on a eu pas mal de propositions, mais on s'est dit, non, la mission, c'est la nature qui a décidé ainsi que ce soit deux personnes qui accomplit la mission. Donc voilà.
On sait que vous êtes rencontrés en 2014, vous avez changé les numéros, ben, ça n'a pas pris tout d'un coup, vous vous êtes retrouvés encore, peut-être en 2015, et c'est là que vous vous êtes dit, bon, est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble? En 2016, finalement, le duo est né. Parlez-nous un peu, racontez-nous un peu les dessous de cette amitié-là, Landry Padomi. Le duo est né, comme vous l'avez dit, en 2016 plus précisément. D'accord. Et c'est une rencontre fortuite à l'Institut français. Okay. Et nous sommes allés ensemble, comment on appelle, en Côte d'Ivoire pour notre premier voyage. Et au retour du voyage, ce que nous avons pu produire là-bas, on s'est dit, mais pourquoi ne pas se mettre ensemble, serrer les coudes pour pouvoir sortir un truc de portable. Et c'est comme ça l'aventure a commencé depuis 2016 jusqu'à ce jour. Et ça nous fait 9 ans de carrière ensemble déjà. Ouais. Voilà. Maïné? Oui. Qu'est-ce que vous avez ajouté? Parce qu'une amitié, ça se raconte quand même. Oui, tout à l'heure, j'ai parlé de quelque chose, j'ai parlé de la nature. Parce que nous, avoir notre histoire en tantôt le début de notre carrière, de notre rencontre, c'est la nature. C'est la nature qui a décidé ainsi. Parce qu'au départ, quand on s'est rencontrés, tout de suite, l'idée n'est pas de se mettre ensemble pour une mission donnée. Et c'est après notre... on s'est renoué les contacts par l'intermédiaire d'un slammer. D'accord. Oui, voilà. Et on a été en Côte d'Ivoire et c'est après notre retour qu'on s'est dit... Mais si on a été... Il faut qu'on se décide. Voilà, il faut qu'on se décide. Si on a été faire ça là-bas, en Côte d'Ivoire, donc on peut faire mieux. On peut faire mieux. Ouais. Voilà. Décrivez-nous un peu le rôle de chacun dans votre duo, parce que là on a deux Landry, mais quel est le rôle de chacun, d'abord en termes de composition, d'arrangement, d'écriture, et d'ailleurs vous utilisez deux différents instruments. Oui. Et moi je suis plus un compositeur. Je compose les paroles et quand c'est la guitare qui accompagne, parce qu'au départ, j'ai choisi la guitare parce que c'est un instrument qui m'inspire beaucoup. D'accord. Parce que j'aime écouter les grands guitaristes comme John, comme Richard Bona, et comme Francis Cabrel. Et c'est comme ça que j'ai dit, pas cet instrument-là, donc je peux faire mieux. Donc j'ai choisi la guitare. Et la guitare m'inspire beaucoup, donc quand je touche ma guitare, les quelques accords que je connais, quand je touche, j'ai plus d'inspiration et c'est comme ça que je compose les paroles. Vous avez oublié de citer un grand nom, Gégé Viquet. Voilà, oh là là, voilà. On dit enfant Merator, mais non. Voilà. Donc j'ai choisi la guitare et comme ça, quand je touche les accords, les accords que je connais, j'ai plus d'inspiration et je compose les paroles. Après, je contacte, parce que Landry, lui, il a eu la chance de faire une école de musique. D'accord. Et voilà, donc lui, il apporte son soutien et maintenant on construit tout ensemble. Ouais. On met les choses au propre. Ouais. Voilà. Landry, oui. Et vous, votre rôle précisément? Il vient de le dire parce que chacun de nous a un rôle dans le duo. Lui, il est beaucoup plus compositeur. D'ailleurs, moi, je l'ai connu en tant que compositeur. D'accord. Voilà. Et moi, mon rôle, c'est que j'ai eu la chance de toucher plusieurs instruments avant. Et donc, je joue les vents, notamment la clarinette, qui est mon instrument de prédilection. La flûte. Voilà, la flûte et le saxophone. Et donc, moi, j'apporte mon côté arrangement. Dans ce qui est, enfin, tout ce qui est composition du duo. Et mon côté aussi, quoi encore. En tout cas, mon côté aussi écriture technique. Technique pour appuyer les écritures, parce que des fois, on dit à cette phrase-là, on peut arranger ça, ajuster ça autrement. Ouais. Et donc voilà, c'est comme ça. Nous allons rapidement suivre une autre chanson que j'aime bien de vous, Soweto. Nous allons suivre ça très rapidement avant de revenir au plateau. D'accord. Je garde le même sourire malgré les obstacles de la vie. Je tiens toujours le coup. Je garde le même sourire malgré les obstacles de la vie. Je tiens toujours le coup. Car je sais d'où je viens, où je vais. Et mes désirs vont se transformer
transformé en or. Un jour, sans prétendre, ouais, dans mon dernier fort, nous décide quand même encore d'Igomi. Personne ne sait là où se trouve son bonheur. Aujourd'hui pourrait être ton jour de chance. Désespère pas, vise encore plus loin et accroche-toi à ce que tu sais faire. Fais-le avec amour. C'est pas encore trop tard. C'est pas encore trop tard. Non, 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 non. Ton jour de gloire. Sans prétendre, ouais, dans mon dernier fort. Nous décide quand même encore d'Igomi. Ouais, non, les bonhommes, ouais, mon Ali, peut rencontrer. Sans prétendre, ouais, dans mon dernier fort. Alors, ça vous fait quoi de retrouver ce premier clip? C'était en 2017. Hein? Ah oui, c'était en 2017. Alors, là, on a vu que vous étiez encore bien maigre là. Ah oui, c'est un morceau qui nous a mieux orientés. Ça nous a donné la force, la persévérance. Ça nous a donné tant de choses. Hein. Parce que c'est un morceau, quand nous-mêmes on réécoute, on se dit, bon voilà. Vous étiez bien inspiré. Ah oui, dans la vie, il faut la patience. On sait d'où on vient et on sait là où on vient. On va. Parce que au départ, c'était pas du tout facile. Vous savez bien, en ce qui concerne la musique au Bénin, les conditions ne sont pas appropriées. Hein. Donc, c'est les courageux, les artistes courageux qui s'en sortent. Ce sont les guerriers. Ah oui, c'est les guerriers. Donc, nous, on a été guerriers, on a été forts. Mais nous ne sommes pas, c'est vrai que nous ne sommes pas sûrs partout. On ne nous voit pas partout, mais on vit bien de notre art. Ouais. Vous faites du country à la béninoise, que vous décrivez vous-même d'ailleurs comme de l'acoustique légère. En fonction des instruments que vous utilisez, la guitare, la clarinette ou la flûte par endroit, pourquoi ce choix de genre musical? Alors, ce choix de genre musical, c'est pas un choix personnel, comme on le dit. Ça s'est imposé à vous? Ça s'est imposé à nous. Parce que quand moi j'ai rencontré Landry, et quand il m'a aussi vu, il ne savait pas au préalable que je jouais un instrument de musique. D'accord. Voilà. Et moi non plus, je l'ai entendu de loin chanter. Et donc, c'est en allant vers lui que j'ai vu qu'il y a une guitare à la main et qu'il fredonnait un morceau. Et à cette époque-là, moi, j'avais mon instrument. Et j'ai fait sortir mon instrument et on s'est accompagné sur le morceau qu'il chantait. Spontanément. Voilà, spontanément. D'accord. Et donc après, quand on a chanté, on a vu que bon, ça donnait une couleur. Cette couleur, tout le monde sait que de la musique acoustique, ça n'a pas besoin forcément de plusieurs instruments. Voilà, c'est pas de l'orchestre. Donc on s'est fusionné et ça a donné ce que vous entendez. Un peu comme Soweto. Soweto, c'est rien que la guitare et la flûte. Voilà, et nos voix. Voilà. Et donc nos voix se sont réunies aux instruments et ça donne ce que vous entendez. Donc on n'a pas vraiment choisi. C'est la nature qui nous a imposé. C'est ce genre musical qui s'est imposé à vous. Et votre recherche musicale, j'ai remarqué, puise dans la tradition. Quelles sont les traditions béninoises ou africaines qui vous inspirent le plus, surtout dans votre musique? Par exemple, nous, on écoute beaucoup de musique traditionnelle de chez nous. Comme Toba, comme Djegan, comme Massé, comme... comment on appelle-t-on? Le Kaka, Zeli, voilà. Zeli et le Gotha de chez nous. On sait que vos chansons abordent des thèmes forts, notamment l'amour, la sagesse africaine, l'endurance. Si vous devriez choisir un message à délivrer aujourd'hui aux jeunes, quel serait ce message-là en termes de sagesse africaine? Rien que de
de l'espoir. Si tu ne me dites pas Sorweta. Non, oui, Sorweta, c'est la patience. Parce que ce monde, la nature nous parle tout le temps. Hein. Vous voyez, quand la femme tombe enceinte, il faut 9 mois avant qu'elle accouche. Parce que prend du temps. Ça prend du temps, mais quand elle accouche bien avant ça, on appelle ça prématuré. Donc rien n'est prématuré. Quand le bonheur est prématuré, ça passe très vite. Hein. Il faut la patience dans toutes choses. C'est ça. Voilà. Celui qui vous écoute est souvent marqué par vos voix. On a parlé des instruments déjà, mais là, nous allons parler de vos voix et les intonations que vous faites ressortir dans vos chansons. Est-ce un travail vocal spécifique ou une expression naturelle de vos émotions? D'abord, excusez-moi, on chante, mais on ne chante pas pour chanter. On ne chante pas pour se faire plaisir. On chante, c'est-à-dire à travers notre âme. On vit ce qu'on chante. Vous faites ressortir vos émotions. Voilà, on fait ressortir nos émotions parce que d'abord, ce que nous chantons, c'est comme d'abord on vit ce qu'on chante et là on ressort ça avec l'émotion qui y va avec. D'accord. Voilà, donc du coup c'est un peu ça ce qui caractérise nos voix dans ce que nous chantons. Ouais. Voilà. On sait que même dans vos répétitions, vous vous appliquez beaucoup avec une grande rigueur. Nous avons d'ailleurs une vidéo qui circule sur vous avec la chanson Nano Nene. Ah ouais. Nous allons suivre ça très rapidement avant de revenir au plateau. Je vis beaucoup de sourires ici sur ce plateau. On dirait que vous-même, quand vous revoyez, vous êtes étonné. Plus qu'étonné parce que là, c'est la nostalgie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça nous fait remonter vraiment plusieurs années. Et c'est la force de cette émission, justement. Nous aimons permettre à nos artistes de revivre leur parcours et de voir d'où ils viennent, le parcours qu'ils ont pu faire et aujourd'hui où est-ce qu'ils en sont. Et on sait que j'aimerais bien vous demander, qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui lorsque vous êtes sur scène en duo? Comment gérez-vous cette forte complicité que l'on perçoit entre vous? Cette complicité que nous avons, aujourd'hui sur scène, qu'on partage, cette énergie qu'on partage ensemble aujourd'hui, d'abord c'est toute une joie pour nous de s'accorder. Chaque fois qu'on a l'occasion d'être sur scène, c'est une joie. C'est une grande joie pour nous. Parce qu'on se dit, chaque fois qu'on a l'occasion, on se dit, voilà une occasion à ne pas rater, à un moment qu'il faut se donner. Parce que les gens en ont besoin, le meilleur de nous, et qu'il faut transmettre cette énergie aux autres. Ouais. Voilà. Est-ce que vous arrivez de vous disputer? Parce que tellement il y a de complicité entre vous que je me demande, est-ce qu'il arrive des moments où vous n'accordez pas vos violons? Oh là là, au Bénin,
Écoutez, voir d'abord deux personnes depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui. Oui. Vous avez bien dit 2014, mais tout a commencé en 2016 jusqu'à aujourd'hui. Ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Mais voilà, la nature a su nous imposer des choix qu'on n'a pas droit à erreur des fois. C'est ça. Parce qu'ils portent le même prénom, je porte le même prénom, mais qui va tromper qui? Et un mercredi sacré. Mercredi sacré. On se dit, mais on n'a pas le choix de s'accorder pour que les choses aillent mieux, quoi. Ouais. Je vous souhaite d'être toujours comme ça. Nous sommes presque à la fin de cet entretien, mais vous ne partirez pas justement sans laisser un cadeau à nos téléspectateurs qui nous suivent. Dites-nous... est-ce que vous pouvez nous donner une petite prestation? Parce que là, il y a les deux instruments qui sont là. Nous attendons pour vivre justement ces moments-là. Ce n'est plus une demande, c'est affectif. C'est-à-dire on n'a pas le choix de le... D'accord. Souvent... Je suis avec vous. Là, donnez tout ce que vous avez. Merci. Merci à vous pour cette belle performance musicale. Comme vous le voyez, mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, je vous l'ai dit, ils font de la simplicité un chef-d'œuvre et leurs voix sont des caresses sonores, des symphonies d'intonation qui vous murmurent l'amour, l'endurance et la foi au creux de l'âme. Merci au duo Landry et plein succès à vous. Merci beaucoup. C'est gentil.
Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour le grand format de ce dimanche 9 novembre 2025. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Bonne soirée chez vous et surtout, portez-vous bien.